Le manga commence en nous présentant un champ de bataille. Nous voyons le domaine d'un noble en ruine, avec des domestiques massacrés dans la cour, certains même brûlés vifs. Ils tombent comme des mouches, les uns après les autres, même ceux qui ne se défendent pas sont assassinés. Au milieu du chaos, deux épées s'entrechoquent alors que deux hommes s'affrontent. Un homme lève son épée et l'abat, mais l'autre la bloque, les yeux remplis de rage. L'homme continue d'avancer en direction du jeune homme avec une forte envie meurtrière, mais le jeune parvient de justesse à le bloquer. Il regarde l'homme qui l'attaque avec rage dans les yeux. Nous apprenons l'existence du clan Ragnar, une famille de grands-ducs qui gardent l'empire à l'extrémité nord du continent. La raison pour laquelle le clan Ragnar a pu se consolider comme la Grande Muraille du Nord pendant plus de 1000 ans est due à une constitution spéciale qu'ils possèdent. On dit qu'ils ont hérité du sang du dragon. Chaque membre de la lignée Ragnar naît avec une puissance magique exceptionnelle, une endurance remarquable et un talent pour l'escrime. Tous l'ont sauf l'homme qui se bat actuellement. Alors que nous le voyons se faire trancher en plein thorax, il tombe au sol, saignant abondamment. L'homme en robe dit que même à la fin, il n'apprend jamais. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, peu importe les efforts qu'il y met, et les gens appellent cela un manque de talent. L'homme demande ce qu'il veut dire, et l'homme en robe commence à enlever son bandeau, disant que ne pas hériter du talent malgré son appartenance à la lignée Ragnar le rendrait également amer. Nous apprenons que le nom de l'autre homme est Théo, et que l'homme en robe d'assassin s'appelle Renan. Théo demande pourquoi il est là. Renan dit que le voir s'entraîner sans relâche chaque matin malgré son manque de talent était vraiment une vue pitoyable. Surtout quand le travail acharné ne le mènera nulle part. Renan se moque de lui, disant que le surnom imbécile de Ragnar lui va à merveille. Il dit que Théo aurait dû simplement se cacher, le traitant de sans talent. C'est risible de le voir lutter, essayant de se faire une place. Théo serre les dents, demandant si Renan l'a approché pour devenir son instructeur d'épée et lui enseigner toutes ses techniques d'épée inutiles. Juste pour vendre le palais de la Rose à ces salauds, disant qu'ils n'ont aucune morale. Renan ne le laisse même pas continuer à parler en envoyant le bras de Théo voler dans les airs. Théo hurle alors qu'il commence à saigner encore plus. Renan soupire, demandant pourquoi Théo le blâme. Il attrape alors la tête de Théo, disant que tout cela est arrivé à cause de lui, demandant pourquoi il ne peut pas le voir. Il pointe son épée devant lui, disant à Théo de bien regarder. Il comprendra pourquoi le palais de la Rose brûle et pourquoi les membres de sa maison sont massacrés, même sa mère. Alors que nous la voyons traîner sur le sol et jetée devant Théo. Renan dit que la raison pour laquelle elle est un cadavre sans vie est à cause de lui. Théo commence à se sentir accablé, et Renan lui fait savoir que c'est parce qu'il est l'imbécile du clan Ragnar. Dans le clan fondé sur la loi du plus fort. Il est naturel que ce soit le destin de ceux considérés comme les plus faibles. Théo interpelle Renan puis attrape sa lame avec sa main restante, lui criant dessus alors qu'il charge. Une autre lame vole, transperçant Théo en plein thorax, l'envoyant au sol. L'homme qui a lancé la lame dit que cela suffit de parler et que Renan doit en finir maintenant. Renan s'excuse, disant qu'il était juste en train de se remémorer le passé et qu'il a presque terminé. Théo se demande ce qu'il veut dire et si c'est vraiment la fin. Il n'a rien accompli dans sa vie, maintenant il la regarde brûler, et il se demande si c'est vraiment le destin de quelqu'un sans talent. Il commence à verser des larmes amères, disant que si seulement il avait possédé du talent dès le départ, peut-être que les choses auraient été légèrement différentes de ce terrible dénouement. Il rend son dernier souffle, et le feu le consume. Puis il voit une fenêtre qui dit qu'il est mort, son trait de talent de Ragnar s'est activé, le renvoyant au point de régression. Théo ouvre alors les yeux sur une épée en bois, et c'est nul autre que Renan qui lui dit qu'il semble fatigué, il peut terminer la leçon ici aujourd'hui s'il est d'accord. Théo est surpris, se demandant ce qui se passe. Renan dit qu'il semble si distrait aujourd'hui. Mais Théo est confus, puisqu'il vient de mourir, et pense que ce doit être lui qui a des flashbacks de sa vie. Il ne peut pas croire que le visage qu'il voit en ce moment est celui de Renan parmi tous les gens, et il soupire, disant que la mort décide d'être cruelle même dans ses derniers instants. Une fenêtre de statue apparaît alors devant lui, et il la regarde en bas alors que la quête tutorielle est de frapper Renan. Il se demande ce que cela signifie en regardant Renan. Il regarde de nouveau la fenêtre de statue, se demandant si c'est ainsi que les flashbacks sont censés fonctionner. Il ne pense pas que Renan puisse la voir. Renan lui demande ce qui ne va pas, et Théo laisse tomber son épée, disant qu'il ne sait pas ce qui se passe, et que c'est peut-être un cadeau de Dieu lui donnant une chance de laisser sortir sa frustration avant de partir. Il recule son poing, disant que ce pourrait être un rêve, mais qu'il va certainement donner une raclée à Renan. Nous le voyons faire contact directement avec le visage de Renan, mais Renan n'est même pas ébranlé. Théo se demande pourquoi ce rêve est si réaliste, disant que son coup de poing est vraiment mou. Est-ce ainsi que l'on frappe dans les rêves? Renan se met en colère puis balance son épée, frappant Théo et le renversant, disant qu'il pensait qu'il avait dit que la leçon était terminée. Théo se demande ce qui se passe et pourquoi il ressent de la douleur dans un rêve. Renan soupire, disant qu'il comprend la frustration de Théo. La cérémonie d'éveil approche à grands pas,
et pourtant il ne voit aucun progrès malgré ses efforts. Théo est surpris d'entendre parler de la cérémonie d'éveil, mais Renan continue, disant que même ainsi il ne peut pas pardonner à un élève qui s'en prend à son maître. En tant que Ragnar, il aurait dû utiliser une épée et non son poing. Il s'éloigne, disant qu'il le verra à la prochaine leçon. Théo reste là, se demandant simplement ce qui se passe. Alors qu'il entend les autres stagiaires rire de lui, demandant pourquoi il frappe son maître alors qu'il est sans talent. Il demande comment il est même un Ragnar, disant qu'il est trop incompétent même pour un enfant illégitime, et si c'est tout ce qu'il peut faire avec le travail qu'il a fourni, alors il est condamné. Théo attrape du sable sur le sol pour se rassurer, puis dit qu'il ne peut pas y croire. La douleur qu'il ressent en ce moment est très vive et trop réaliste, car il peut même sentir le sable tomber de ses mains. Il comprend maintenant qu'il n'est pas réellement dans un flashback et que tout est réel. La fenêtre apparaît une fois de plus, le félicitant d'avoir complété la quête tutoriel, et en récompense le talent de Ragnar s'est activé. Nous voyons le reflet de celle-ci dans son œil, et il est toujours confus. La fenêtre lui demande alors s'il souhaite recevoir la récompense maintenant. Il lève la main et hésite un instant avant de cliquer sur oui, alors qu'il ressent immédiatement une sensation différente dans sa poitrine, comme s'il était béni avec le talent de ses ancêtres. La fenêtre lui dit alors qu'il a reçu la récompense, et maintenant toutes ses statistiques augmenteront à une vitesse extraordinaire. Théo ne peut rien voir en raison de la lumière brillante provenant de la réception de sa récompense de quête, et il se demande simplement ce qui se passe. La fenêtre lui dit que la prochaine quête commence maintenant. Nous voyons enfin le palais de la Rose dans toute sa splendeur, car il n'est pas encore détruit. Quelqu'un pose sa tasse de thé et dit « Je vois ». Renan dit « Pour être honnête, il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi sans talent ». Nous apprenons que le nom complet de Renan est Renan Harvey. Et il dit que c'est pourquoi il est ici. En tant que véritable enseignant, Renan enseignera à Théo du mieux qu'il peut et le rendra assez fort pour la cérémonie d'éveil dans au moins 5 mois. La femme dit qu'elle le laisse faire, et c'est nul autre que la mère de Théo, Cecilia Ragnar, la dame du palais de la Rose. Elle donne à Renan un sac entier d'argent. Puis lui dit qu'elle espère qu'il pourra accorder plus d'attention à Théo. Renan dit qu'il prévoit de lui enseigner jour et nuit et de ne pas s'inquiéter. Cecilia sourit, disant qu'elle n'est pas inquiète et qu'elle croit en son fils Théo. De retour à Renan qui s'éloigne après la réunion, il rit, disant qu'elle va devoir s'inquiéter. Bien qu'il n'enseigne pas correctement à Théo, il est vrai qu'il manque complètement de talent. Il l'appelle une concubine, disant telle mère, tel fils, et que le sang n'a aucun avenir. Il regarde l'argent, disant que c'est génial et que c'est une paie exceptionnelle. Il a le titre d'être un tuteur de la lignée directe des Ragnar. Comme récompense pour avoir divulgué des informations sur Théo et interféré avec sa croissance, cette personne a garanti son avenir. Il semble que l'imbécile de Ragnar sera son bienfaiteur. Il regarde alors devant lui pour apercevoir Théo courant directement vers lui, se demandant ce qu'il fait. Théo le dépasse en sprintant dans le couloir, et Renan claque sa langue, agacé, puis crie, traitant Théo de perdant. Nous voyons que Théo est simplement super excité de voir sa mère alors qu'il court en criant son nom. Elle se tourne pour le voir haletant, et il la serre dans ses bras alors qu'elle dit qu'il doit être fatigué de l'entraînement d'aujourd'hui aussi. Elle est cependant surprise par le câlin, demandant ce qu'il fait, et il commence à pleurer, simplement heureux d'être enfin revenu 10 ans en arrière. Il se rappelle de ses derniers moments à regarder le cadavre de sa mère et combien cela l'a affecté à ce moment-là, réalisant à quel point il était vraiment sans talent. Nous le voyons verser des larmes de joie en disant qu'il doit changer l'avenir. Sa mère est juste confuse. Théo explique qu'il est faible sans rien à son nom en ce moment, mais si cette mystérieuse fenêtre de message est réelle, il peut certainement devenir plus fort. Il veut être assez fort pour tenir sa position dans la guerre de succession pour le trône, ce qui l'aidera à combattre tous les autres ayant un droit à celui-ci. Il continue de serrer sa mère dans ses bras, et nous le voyons commencer à afficher un visage de colère en disant qu'il doit aussi être assez fort pour se venger de Renan. La prochaine quête est pour lui d'entraîner son corps jusqu'à la limite, et il est à 0% sur 100%. Cette nuit-là, nous entendons quelqu'un courir alors que Théo se pousse à bout, disant qu'il veut vraiment se venger de Renan en ce moment, mais qu'il ne peut rien faire avec son corps faible, donc il doit se concentrer sur devenir plus fort d'abord. L'agence de renseignement dans laquelle il avait mis les pieds dans sa vie précédente s'appelait le Blackward, mot noir. Il a été relégué à l'équipe d'information parce que ses compétences étaient si médiocres, mais il n'a jamais pensé qu'il utiliserait les informations qu'il avait obtenues comme ça. Il pense à la potion qui renforce grandement le corps appelée l'élixir de l'empereur de l'épée sanglante, et sa vraie valeur sera révélée à l'avenir dans un manuel secret. Plus important encore,
l'entraînement extrême qu'il avait abandonné à cause de son manque de talent. Alors que nous le voyons s'entraîner toute la nuit, continuant à courir sans s'arrêter. Toutes ces choses qu'il n'a pas pu accomplir auparavant sont maintenant possibles grâce à l'activation de son talent de Ragnar, ce qui signifie que la fenêtre est réelle. Il a gagné 27% du chemin du but du jour au lendemain. Certains des autres stagiaires se demandent combien de tours il a fait sans pause, demandant s'il a toujours été aussi en forme. Théo dit qu'avec cela, il courra autant qu'il ne le pouvait pas avant et balancera plus qu'il ne l'avait jamais fait dans sa vie passée, car il deviendra vraiment aussi puissant que possible. Il est maintenant à 65% du chemin pour atteindre son objectif. Nous obtenons une ellipse de quelques jours plus tard, alors que c'est de nouveau la nuit dans la zone d'entraînement, et quelqu'un observe alors que Théo balance son épée comme un fou. Elle bâille, et nous apprenons qu'elle est la responsable de ce terrain d'entraînement, et son nom est Evelyn Nerville. Elle dit qu'il s'est beaucoup entraîné ici ces derniers jours, et elle ne sait pas comment il a obtenu le titre d'imbécile de Ragnar, parce que de son point de vue, il n'y a aucun moyen qu'il soit sans talent s'il a continué à s'entraîner comme ça sans s'arrêter ces derniers jours. Nous voyons que Théo est maintenant à 97% du chemin, mais ses yeux sont complètement remplis de détermination. Il balance à nouveau sa lame, disant qu'il va atteindre son objectif. Il balance à nouveau sa lame alors que nous revenons à la nuit précédente quand il n'était qu'à 90%. Alors qu'il se reposait, le pourcentage a en fait diminué, ce qui l'a surpris parce que cela signifie qu'il est incapable de se reposer et qu'il doit se pousser jusqu'à la limite réelle de son corps. Il s'est donc entraîné pendant les 2 derniers jours sans aucune pause. Il balance son épée à nouveau, disant qu'ils l'ont forcé à ne pas s'arrêter jusqu'à la fin. Il a gagné un autre pourcent, et nous le voyons reculer son épée, la balançant vers le haut, disant qu'il est presque là. Il s'élance du sol, disant qu'il doit juste pousser un peu plus fort, alors qu'il a maintenant gagné un autre pourcent en courant un peu. Ses yeux sont toujours pleins de feu, mais son corps semble fatigué. Il dit qu'il s'entraînera jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Evelyn est simplement surprise par ce qu'elle est en train de voir alors qu'il court autour de l'arène comme un fou, essayant d'obtenir ce dernier pourcent. Nous le voyons sur le point de s'évanouir jusqu'à ce qu'il passe enfin de 99% à 100%, et il a l'air instantanément soulagé alors que la fenêtre lui dit qu'il a complété la 2e quête tutoriel. En récompense, il a obtenu un cœur de dragon. En récompense bonus pour l'avoir terminé si rapidement, il a reçu 10 ans de puissance magique de sa vie passée. Et il tombe au sol purement par fatigue. La fenêtre lui demande alors s'il souhaite recevoir les récompenses maintenant. Très faiblement, il lève la main, appuyant sur oui, et elle commence à lui donner les récompenses. Il ferme les yeux, attendant, alors que nous voyons une aura bleue émanant de lui pendant qu'il est allongé sur le sol. Evelyn peut la voir et peut également ressentir les ondes de choc qu'elle génère, et elle est complètement surprise. Quelque temps plus tard, nous voyons Théo ouvrir les yeux dans son lit, regardant autour de lui, se demandant où il est. Evelyn entre, lui disant de ne pas s'inquiéter et que c'est la salle de repos du terrain d'entraînement numéro 4. Même un Ragnar s'effondrera s'il se pousse autant. Il dit son nom, et elle est surprise qu'il se souvienne d'elle, et elle se présente à nouveau. Elle dit qu'il a perdu connaissance en s'entraînant seul le matin, donc elle l'a déplacé ici pour le moment. Il dit qu'il comprend et la remercie. Elle semble toujours curieuse de quelque chose et lui tend une boisson, disant qu'il sait sûrement que dans le clan Ragnar, ouvrir sa salle de mana avant la cérémonie d'éveil est interdit. Il dit bien sûr, et elle lui demande s'il sait ce qui se passera s'il enfreint cette règle. Il boit, se demandant pourquoi elle l'interroge à ce sujet, et elle dit que juste avant qu'il ne perde connaissance, une vague de mana s'est produite, correspondant à l'ouverture d'une salle de mana. Il est surpris. Son ton change instantanément, et elle lui demande s'il l'a vraiment ouverte. Il se demande de quoi elle parle, disant que s'il l'avait ouverte, il ne serait pas en vie. Puis il ressent quelque chose dans sa poitrine et se souvient du cœur de dragon qu'il a obtenu en récompense. Il commence à transpirer nerveusement, disant qu'elle doit se tromper au sujet de la salle de mana. Nous apprenons que le cœur de dragon est en réalité un endroit où une salle de mana peut être placée. Placer une salle de mana dans le cœur la rend plus efficace, mais elles sont généralement placées dans le bas-ventre parce que le cœur humain ne peut pas supporter une salle de mana. C'est pourquoi chaque guerrier comme Ragnar aspire à un cœur de dragon, c'est un moyen facile de devenir extrêmement puissant. Cependant, les humains n'ont pas été capables de surmonter leurs limitations, mais maintenant Théo a obtenu un cœur de dragon. Il dit que les récompenses de quête sont vraiment incroyables, mais grâce à cela, il se trouve maintenant dans une situation embarrassante avec Evelyn. Elle est une épéiste de haut rang qui a pris sa retraite après avoir perdu son bras gauche.
bien qu'elle ne soit plus que la responsable du terrain d'entraînement maintenant, elle était autrefois l'officier commandant de la cavalerie du Dragon Blanc blindé. Elle était si talentueuse que même le dragon démon de la cavalerie du Dragon Blanc blindé l'adorait. De plus, elle était connue pour être une personne farouchement attachée à ses principes, elle n'était pas du genre à juger quelqu'un en fonction du statut ou de la force. Elle ne tolérait pas la malhonnêteté ou la lâcheté. Théo réfléchit à ce qu'il doit lui dire. À un moment donné, quand il était inflexible, elle l'a dépouillé de son poste d'élève direct. Si elle découvrait son affaire de salle de mana, il serait immédiatement exécuté par elle sur le champ. Il transpire nerveusement puis lui demande si elle peut assumer les conséquences, se demandant ce qui se passera s'il ne se fait pas prendre. Il la questionne sur le fait de l'exécuter immédiatement juste à cause de son sentiment momentané, lui demandant si elle peut en assumer les conséquences. Comme il la connaît si bien, il peut utiliser sa propre personnalité contre elle. Il lui dit qu'il est aussi un héritier de Ragnar. S'il découvre qu'elle est suspicieuse et répand de fausses rumeurs, cela pourrait être pris comme une souillure de nom. Elle admet que c'est vrai et que ce sont les règles. Il lui demande alors si elle sait quelle est la punition pour avoir humilié un héritier. Elle lui dit qu'elle comprend et que c'est l'exécution. Il dit que c'est bien qu'elle le sache et qu'elle devrait aller vérifier. Elle se demande simplement ce qu'est ce sentiment, demandant s'il a toujours été ce genre de personne, insistant sur le fait que c'était définitivement une vague de mana. Elle commence à imprégner sa main de mana, lui demandant de l'excuser car elle va vérifier. Elle dit que même s'il est de la lignée de Ragnar, les règles sont les règles. Alors qu'elle vérifie son noyau, elle dit qu'il n'y a aucune exception et commence à analyser son abdomen pour une salle de mana. Mais bien sûr, il n'y a rien là, et elle est confuse, disant qu'il n'a pas de salle de mana, ce qui signifie qu'elle avait tort. Elle commence à dire que ce n'est pas possible. Il lui demande alors si elle l'a senti ou non. Elle tombe immédiatement à genoux, le suppliant de l'exécuter, disant qu'il apparaît qu'elle avait tort et qu'elle paiera pour son péché de sa vie. Il sourit et se dit intérieurement que bien sûr il n'y en aurait pas, car les cœurs de dragon sont différents des salles de mana ordinaires. L'existence d'une salle de mana signifie que le mana de l'utilisateur peut être contrôlé librement, en d'autres termes, il peut cacher son mana à volonté. De plus, le fait que les humains puissent avoir un cœur de dragon ne sera révélé que dans quelques années, elle n'aurait jamais deviné qu'il en avait un. Il étend sa main, lui tapotant l'épaule, lui disant qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Elle ressent immédiatement des émotions étranges. Il dit qu'elle n'a fait que ce qu'elle devait faire, demandant s'il a tort. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui risqueraient leur vie pour exiger la vérité d'un héritier. Il se dit intérieurement qu'Evelyn est l'une des plus fortes, et que ce ne sera qu'à son avantage si elle lui est redevable. Il dit que la raison pour laquelle l'ouverture des salles de mana est restreinte avant la cérémonie d'ouverture est par crainte du débordement de mana. Qu'elle soit préoccupée pour lui, le bâtard de Ragnar, ça le rend un peu heureux. Il s'éloigne, la remerciant de s'être occupée de lui après l'avoir trouvé évanoui. Elle reste là, stupéfaite, se demandant ce qui vient de se passer. Théo continue, disant qu'avec un cœur de dragon et 10 ans de sa puissance magique de sa vie passée, il va devenir incroyablement puissant très rapidement. On passe à quelques jours plus tard, et Renan crie, disant que ce n'est pas ça, qu'il doit balancer un peu plus vers la droite, et il hurle, demandant à Théo combien de fois il doit lui expliquer ce mouvement simple. Mais Théo s'en moque, pense que c'est bien qu'il devienne plus fort tout en prétendant être faible, mais ça commence à lui taper sur les nerfs car il déteste vraiment Renan. Il le regarde, le fixant du regard, disant qu'il lui enseigne délibérément de mauvaises techniques d'épée, Renan le force à avoir l'air ridicule. Il dit qu'il devient de plus en plus certain qu'il y a un cerveau derrière les actions de Renan, la personne qu'il a tuée dans sa vie passée. Il doit découvrir qui c'était. Il réalise alors quelque chose et sourit, disant qu'il y a quelque chose qu'il peut effectivement faire. Il interpelle Renan, qui lui aboie dessus, disant qu'il ne peut pas parler pendant les leçons. Théo dit qu'il ne peut plus écouter sa leçon parce que c'est du pur gâchis, et il casse son épée d'entraînement en deux et demande comment il est devenu un épéiste de rang moyen avec son niveau de compétence de 3e ordre. Comme il comprend que Renan a dû être chargé de le surveiller en tant qu'instructeur, Théo dit qu'il a l'impression qu'il aurait même du mal contre des bêtes démoniaques de Baran. Renan commence à s'énerver, lui demandant ce qu'il vient de dire. Théo avance, lui demandant s'il est sourd, disant que ses compétences sont du pur gâchis et qu'il va simplement le forcer à démissionner de son poste. Renan commence à lui crier dessus, et Théo dit que si les choses tournent mal pour Renan, il devra contacter le cerveau derrière tout ça. On passe à un endroit appelé le palais de Camélia, et un homme ouvre la porte en appelant quelqu'un nommé Action,
lui demandant s'il a déjà entendu que le bâtard de Ragnar va avoir un duel avec son maître la semaine prochaine. Action est assis là avec son verre à la main tandis que l'homme continue, disant qu'il semble qu'il blâmait son instructeur pour son manque de talent, il pourrait se retrouver à moitié handicapé après le duel. Pendant que l'homme parle, Action lui lance son verre, l'assommant en pleine tête depuis l'autre côté du bar, lui coupant même le visage avec le verre, et l'homme tombe au sol inconscient. Action demande en quoi cela le concerne si un bâtard devient estropié. Il fait partie des 4 molosses du Nord et porte le titre de Tigre Sombre, il s'appelle Action Ragnar. Le lion d'argent du même groupe se tient à côté de lui, et son nom est Remington Narcio, mais il ne dit rien. Un autre homme entre, disant que cela devrait le préoccuper parce que les choses pourraient mal tourner s'ils baissent leur garde. Il fait partie des 9 dragons, et il était de 3 vents, le dragon du ciel. Action dit que c'est seulement vrai si les gens ont du talent et dit à son oncle qu'il s'inquiète trop, demandant pourquoi il est préoccupé par un bâtard. Elle dit qu'avec Ragnar, des choses sans précédent peuvent se produire à partir de la moindre possibilité. Car il est une flamme dans le vent qui pourrait allumer un incendie à tout moment. Action dit que peu importe tout cela, c'est une bonne chose car cet instructeur devrait s'occuper de cela pour eux. On passe à une semaine plus tard au terrain d'entraînement où Théo est resté. Tous les stagiaires rient, Evelyn a juste l'air inquiète, même Solid Snake, le serpent d'acier, est là pour regarder. Alors que Théo lève sa lame, il dit que ce n'est pas exactement comme il le voulait, il voulait juste faire virer Renan après l'avoir humilié, mais les choses ont dégénéré car l'ampleur est bien plus grande qu'il ne l'avait jamais anticipé. La foule commence à acclamer. Théo se calme, disant que c'est déjà comme ça, donc il va s'assurer de se venger de Renan car la quête du tutoriel maintenant est de combattre et de gagner. On a un petit flashback où Théo dit à Renan qu'il est viré et qu'il devrait dégager. Cela le contrarie encore plus, et Renan crie qu'il n'acceptera pas cela car il reste encore beaucoup de temps sur son contrat. Théo dit qu'il se moque de tout cela, si son employeur dit qu'il est viré, alors c'est comme ça. En considérant sa vie passée, il veut immédiatement le battre à mort, mais il n'est pas encore confiant dans ses compétences. D'abord, il va se séparer de Renan et creuser plus d'informations sur lui. Renan réalise que c'est mauvais parce que s'il est viré comme ça, sa mission sera un échec. Il doit le convaincre d'une manière ou d'une autre. Il supplie Théo, disant que cela va à l'encontre des règles et qu'il pourrait aller au tribunal. C'est alors que la fenêtre de statue apparaît devant Théo lui parlant de la quête du tutoriel. Evelyn dit alors qu'elle a une idée, il devrait résoudre cela à la manière des Ragnar. Elle sourit. Théo lui demande si elle veut dire par la règle du plus fort, et elle dit exactement, il devrait décider de cela sur la base d'un match d'épée. Il n'y a pas besoin que Renan aille au tribunal, et ils suivront simplement la volonté du vainqueur. Renan rit, disant que c'est une excellente idée, et il pense que cela va jouer en sa faveur. Evelyn dit alors que le jour sera dans une semaine. Théo est un peu surpris, et Evelyn rit, demandant si c'est acceptable. Théo dit bien sûr que non dans sa tête, car il ne peut pas encore battre Renan. Puis le flashback se termine avec nous une semaine plus tard. Les stagiaires disent que d'après ce qu'ils ont entendu, Théo ne peut même pas manier son épée correctement, mais un autre dit qu'il n'y a pas moyen qu'il soit toujours un Ragnar au moins. Son ami continue de plaisanter, disant qu'il n'aurait rien dit s'il était un Ragnar normal, et qu'il est un Ragnar, donc il n'y a aucun moyen qu'il puisse battre un épéiste de rang moyen. Renan dit à Théo que s'il s'excuse maintenant, il peut traiter cela comme si rien ne s'était passé. Il n'y a pas besoin pour lui de risquer sa vie pour de la fierté. Théo dit que c'est exactement ce qu'il devrait dire, s'il ne veut pas devenir un épéiste manchot, il vaudrait mieux pour lui d'accepter qu'il a été viré. Renan s'énerve, disant qu'il va agir comme ça jusqu'à la fin, il semble qu'il allait passer l'éponge parce qu'il est si pitoyable, mais ça ne fera pas l'affaire, et il devrait juste le tuer en prétendant que c'est une erreur. Le résultat du match est déjà évident, donc il n'y a pas de problème ici, et c'est mieux pour lui. Il fait signe à Théo, disant qu'il va le laisser venir en premier car il lui donnera le premier coup. Théo se précipite avec sa lame, disant qu'il ne refusera pas. Renan se prépare à bloquer, et on entend leurs épées s'entrechoquer. Tous les stagiaires sont instantanément absorbés par le combat en entendant le son des épées s'entrechoquer. On voit que Théo et Renan se battent réellement, mais bien sûr, Renan repousse Théo, et ils disent qu'il a vraiment l'air de ne même pas savoir comment utiliser son épée, et à ce rythme, Théo pourrait mourir car tout ce qu'il peut faire, c'est bloquer les attaques. Renan rit, lui demandant ce qu'il est advenu de sa confiance, disant qu'il ne peut rien faire contre lui, pourtant il le regardait de haut. C'était un résultat évident, car Théo n'est même pas un épéiste de bas rang mais un apprenti. Récemment, ses compétences se sont étrangement améliorées, mais ce n'est pas suffisant.
s'il était au moins au niveau de l'un des 4 molosses du Nord, ce serait une autre histoire, mais il n'y a aucun moyen que l'imbécile de Ragnar puisse le battre. On a un flashback où Théo demande à Evelyn ce qu'elle faisait en suggérant cela, et elle dit que ce n'était qu'un geste de bonne volonté. S'il veut le couper, il doit être minutieux à ce sujet, car il semble qu'il ait quelqu'un qui le soutient, donc le licencié ne résoudra pas cela. Il lui demande comment elle le sait, et elle dit que comme il lui enseignait un style d'épée bizarre, elle a fait enquêter sur lui, parce que juste après avoir vu comment il lui enseignait, elle a pensé que ça avait l'air un peu maladroit et excessif, et elle s'est demandé d'où venait un si mauvais enseignant. Théo dit qu'Evelyn n'avait jamais compris cela dans sa vie passée, et peut-être que c'est parce qu'il a attiré son intérêt en raison de l'incident de la salle de Mana. Elle pose sa tasse de thé, disant que de toutes ces enquêtes, toutes les traces de Renan mènent à un seul endroit, qui est le palais de Camélia. Théo est surpris, demandant si tout cela était à cause de leur misérable guerre pour le trône, et il commence à s'énerver. Puis il se calme, disant que c'est surprenant qu'elle ait découvert autant, mais avec ses compétences, il ne peut toujours pas battre Renan, demandant ce qu'elle compte faire maintenant. Elle sourit, disant qu'il peut définitivement gagner et qu'il sous-estime trop son propre potentiel. Retour au combat, Renan rit en se précipitant avec sa lame, disant que s'il s'agenouille maintenant, il pourrait juste lui pardonner. Il déclenche un coup lourd vers Théo, mais Théo le bloque. Renan commence à réaliser que quelque chose cloche, car le visage de Théo ne semble même pas tendu le moins du monde alors qu'il continue de bloquer les attaques les unes après les autres. Renan dit que c'est un peu étrange qu'il puisse faire cela et se demande ce qui se passe tout d'un coup. Ce n'est pas le Théo dont il se souvient, se demandant comment ses compétences ont engrandi. Renan, commençant à devenir désespéré, continue de frapper encore et encore. On voit Remington regarder le combat derrière les stagiaires, car ils sont tous surpris qu'il ne semble pas en fait que Théo soit repoussé, et ils avaient tort, c'est qu'il repousse en fait les attaques. Evelyn sourit comme elle s'y attendait. Elle a dit à Théo qu'une semaine était plus que suffisante, si elle l'entraînait personnellement, il pourra facilement supprimer quelqu'un comme Renan. En ignorant l'enseignant et en lui enseignant, elle va à l'encontre des règles, mais Renan est un salaud qui n'a aucun droit en tant qu'enseignant. Théo sourit, pensant à la façon dont les choses ont tourné ainsi, et cela valait vraiment la peine qu'Evelyn lui soit redevable. Cependant, il y a une chose qui le préoccupe, et il lui demande pourquoi elle va aussi loin pour l'aider, demandant si c'était à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Elle dit que c'en est une partie, mais il y a aussi quelqu'un qu'elle connaît qui l'apprécierait, et il est obsédé par la collecte de talents. Le visage de Renan devient encore plus paniqué alors que chacune de ses attaques est bloquée. Il dit que Théo ne montrait aucun signe du moindre talent, ou peut-être que tout ce temps, il faisait juste semblant d'être idiot, mais pourquoi ferait-il cela en premier lieu? Théo lui demande alors qui le soutient. Renan crie, demandant de quoi il parle, et Théo lui demande s'il pensait vraiment qu'il ne saurait pas qu'il lui donnait de mauvaises leçons tout ce temps. Renan dit que c'est absurde, insistant sur le fait qu'il a travaillé si dur pour lui enseigner. Mais Théo le coupe, lui demandant si c'était le palais de Camélia. Un frisson parcourt l'échine de Renan, et il se demande comment il a su. Théo sourit, disant que c'est bien qu'il soit honnête, puis lui demande s'il sait ce que ça fait de se faire trancher le bras. Théo se précipite alors en avant, brandissant sa lame vers le haut en direction du bras de Renan. Avant que Renan ne puisse même réagir à l'attaque, tout comme Renan l'avait fait à Théo dans sa vie antérieure, le bras de Renan est envoyé valser dans les airs. Renan le regarde avec incrédulité tandis qu'il s'éloigne de plus en plus de son corps. Théo semble déterminé à le tuer ici, même Remington est surpris par le dénouement. Renan commence à hurler de douleur et s'effondre au sol, tandis que Théo reste là à regarder, appréciant la scène. Renan lève les yeux vers lui et commence à l'insulter, lui demandant comment il a osé lui faire cela. Théo avance lentement, disant qu'avec tout cela, il est certain d'être devenu plus fort et qu'il y a encore plus de place pour grandir qu'auparavant. Il demande à Renan ce qu'il lui a dit la dernière fois, que c'était de sa faute s'il en était arrivé là. Renan demande de quoi il parle. Théo prépare sa lame, disant que c'est la faute de Renan s'il meurt ici aujourd'hui. Du clan Ragnar, qui croit en la loi du plus fort, c'est le destin des plus faibles. Répétant exactement les mêmes mots que Renan lui avait dit lorsqu'il l'a tué dans sa vie antérieure. Renan crie, lui disant d'attendre, mais il est trop tard car sa tête est tranchée, et dans ces derniers instants, il voit son corps de loin. Avec cela, Théo a terminé la quête tutoriel numéro 3. Laissant tout le monde surpris sauf Evelyn, qui savait que c'était ce qui allait se passer, même Julius semble amusé. Pour avoir dépassé l'objectif, il a également reçu une récompense bonus, et la fenêtre de statut lui demande s'il souhaite recevoir la récompense maintenant.
alors que Théo se tient là devant le cadavre de Renan. Les apprentis sont tous stupéfaits qu'il ait réellement gagné. C'est un apprenti épéiste, et Renan était de niveau intermédiaire, il se demande comment c'est possible. Théo est simplement agacé, traitant Renan de faible et disant qu'il a souffert aux mains de quelqu'un comme lui dans sa vie antérieure. Mais que désormais les choses seront différentes. Il regarde le cadavre de Renan avec mépris alors qu'il débloque une capacité appelée « Observation ». Comme récompense supplémentaire, il a également obtenu 1 an de son pouvoir magique. Théo est surpris d'avoir récupéré son pouvoir magique mais se demande ce qu'est « Observation ». Soudain, quelqu'un descend d'en haut et atterrit directement derrière Théo, libérant une quantité incroyable d'aura tout en fracassant le sol. L'homme crie alors le nom de Théo. Lorsque Théo se tourne pour le voir, il réalise que c'est nul autre que Julius Ragnar, le dragon démon et commandant de la cavalerie des dragons blancs. Théo se demande comment il est ici et depuis combien de temps il observe le combat. Même Evelyn est surprise de voir son ancien patron debout là, et elle commence à s'agacer, demandant comment Julius peut simplement détruire le sol comme ça au lieu d'entrer normalement. Julius continue à avancer, exsudant son aura. Théo se demande ce qu'il a fait pour mériter cela. Les yeux de Julius brillent alors en rouge, et Théo se prépare au pire. Mais cela est immédiatement suivi par Julius qui rit bruyamment. Il tape dans le dos de Théo et dit « C'était excitant ». Il ajoute qu'il est vraiment surpris que Théo possède autant de talent et qu'il a surpassé son maître. Julius dit que c'est un peu irrespectueux d'appeler Renan son maître puisqu'il l'a tué, mais d'après ce qu'il a entendu, Renan le méritait certainement. Théo se demande pourquoi il est là. Julius répond qu'il ne se soucie pas vraiment du reste et dit à nouveau le nom de Théo. Il pose alors sa main sur l'épaule de Théo, lui disant de venir rejoindre la cavalerie des dragons blancs. Cela prend Théo complètement par surprise. Mais Evelyn semblait s'y attendre. Les apprentis commencent à dire qu'il n'y a aucun moyen que l'imbécile de Ragnar ait été recruté dans les chevaliers en armure blanche, affirmant que peu importe à quel point il a bien combattu, ce n'est pas possible. Remington prend alors la parole, interpellant l'un des apprentis, demandant s'il y a déjà eu un cas où un apprenti épéiste qui n'a même pas encore subi la cérémonie d'éveil a été recruté. L'apprenti répond que pas à sa connaissance. Remington dit que bien sûr que non, car il est impossible d'évaluer le véritable potentiel de quelqu'un tant que leur centre de mana est fermé. Même si leur maniement de l'épée est exceptionnel, leur pouvoir magique pourrait faire défaut. Peu importe à quel point l'œil de Julius est aiguisé, même lui ne peut pas en être sûr. Mais pour une raison quelconque, il semble qu'ils sachent quelque chose qu'ils ignorent. Il se demande quel genre de potentiel Julius a vu en Théo et si Julius pourrait aussi s'intéresser à lui. Théo dit alors qu'il doit refuser, tout en affichant un visage très sérieux. Julius est complètement décontenancé, et même Remington est surpris. Evelyn laisse tomber sa cigarette, et tout le monde se demande pourquoi il ferait cela. L'arène est plongée dans le silence. Quelque temps plus tard, nous entendons les apprentis discuter entre eux des rumeurs qu'ils ont entendues jusqu'à présent. Nous voyons une servante courir vers quelqu'un s'entraînant à l'épée, et la femme a l'air épuisée. Les rumeurs circulent que Théo a décliné l'offre de Julius parce qu'il pensait que ses propres compétences n'étaient pas suffisantes. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un Ragnar humble. Les rumeurs se répandent rapidement. Au palais de Camélia, une femme dit que les choses sont devenues compliquées et qu'elle ne peut pas croire que Renan a été tué. C'est Émile Ragnar, la dame du palais de Camélia. Nous entendons alors lui dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, lui demandant si elle n'a pas assigné Renan à cause de ses compétences médiocres. Émile dit que la mort de quelqu'un comme lui ne les concerne pas et dit à son frère de ne pas s'inquiéter. Elle explique que le dragon démon a personnellement approché Théo, et de plus, ils disent qu'Evelyn l'a ordonné. Cela signifie qu'ils ne peuvent même plus interférer en lui assignant un nouveau maître. Si Théo commence à se démarquer, il sera d'autant plus difficile de prendre le contrôle du palais de la Rose. Nous entendons alors Action lui demander ce qu'elle entend par « se démarquer » et se demande pourquoi elle s'inquiète autant. Il déclare qu'il n'y a aucune chance que le chef du clan s'intéresse à cela, et que leurs plans peuvent se dérouler normalement. Émile espère qu'il comprend que la meilleure façon pour eux de prendre le contrôle du palais de la Rose sans offenser le chef du clan est que Théo reste impuissant. Action est d'accord et dit que Théo est toujours impuissant, combien quelqu'un comme lui a-t-il vraiment pu changer? Evelyn et Julius ont toujours été intéressés par les outsiders. Ed regarde Action comme s'il prenait cela trop à la légère, disant qu'ils auraient dû avertir Renan de ne pas prendre de décision hâtive. Action dit alors que sa mère et son oncle s'inquiètent trop, donc il ira personnellement rendre visite à Théo, jouer avec lui, et lui faire comprendre sa place.
de retour à la zone d'entraînement. Evelyne dit à Théo qu'il a fait du bon travail aujourd'hui. Il la remercie, disant que c'est définitivement différent d'apprendre avec un vrai maître. Elle dit que cela aurait été mieux s'il avait rejoint la cavalerie des dragons blancs, lui demandant pourquoi il a refusé. Théo admet intérieurement qu'il mentirait s'il disait qu'il ne le regrettait pas un peu, car c'était son rêve dans sa vie antérieure. Cependant, rejoindre maintenant ne serait pas suffisant pour ses compétences, puisqu'il n'y a aucune raison de se limiter si tôt. Surtout lorsqu'il pense aux privilèges qui seront accordés aux meilleurs de la cérémonie d'éveil. Entrer dans la cavalerie des dragons blancs ne peut pas se comparer à cela. Il dit à Evelyne qu'il ne voulait simplement aucun privilège spécial, car il pense qu'il n'est pas assez bon et est satisfait de s'entraîner avec elle jusqu'à la cérémonie d'éveil. Elle semble contente de cette réponse et dit que Julius ne sera pas déçu non plus. Nous voyons enfin la compétence, observation, alors que Théo l'utilise pour observer Evelyne. Il voit son âge, son titre, son rang, et même son statut, apprenant qu'elle admire l'humilité et le caractère de Théo. Théo pense que cette compétence est très utile, et qu'il pourra certainement en tirer avantage plus tard. Il remarque alors quelque chose à propos de son statut, il est mentionné qu'elle regrette la cavalerie des dragons blancs. Quelqu'un intervient alors, disant « Excusez-moi » et se présente comme Sibyl, docteur du poste d'inspection du Sud. Sibyl dit qu'il a quelque chose dont il doit discuter avec Théo. Théo pense qu'il a l'air un peu effrayant et utilise « observation » sur lui. Sibyl commence alors à s'exciter, et Théo voit que son titre est « le nigo du poste d'inspection du Sud ». Sibyl semble impatiente de se battre avec Théo, mais c'est formulé comme « aspiration », car il a une aspiration envers lui. Théo commence à avoir la chair de poule, se demandant si ce type est un cinglé. La dernière quête tutoriel a maintenant commencé, et c'est de se débarrasser du titre « imbécile de Ragnar ». Sibyl admit qu'il souhaitait suivre Théo, reconnaissant qu'il l'avait ignoré dans le passé. Il croyait également que le titre « imbécile de Ragnar » convenait parfaitement à Théo. Ce qui mit Théo en colère alors qu'il levait instinctivement son épée. Mais avant que Théo puisse réagir davantage, Sibyl expliqua sincèrement qu'il avait observé Théo sortir chaque matin pour s'entraîner plus dur que quiconque et que le résultat de cet effort était la croissance miraculeuse de Théo. Et c'est quelque chose que Sibyl avait vu de ses propres yeux. Rappelant la défaite de Théo contre Randan et son recrutement par le démon dragon, Julius Ragnar. Sibyl déclara que Théo était devenu son idole. Sibyl confessa qu'après avoir été appelé l'idiot du poste d'inspection sud, il avait presque abandonné, mais voir Théo lui redonnait de l'espoir. En s'inclinant profondément avec son épée levée au-dessus de sa tête, Sibyl supplia Théo d'avoir l'opportunité de s'affronter avec lui. Normalement, Théo aurait douté des véritables intentions de Sibyl, mais après avoir utilisé sa capacité d'observation, il confirma que Sibyl était sincère. C'était inattendu, mais Théo réalisa qu'après avoir vaincu Randan et la propagation des rumeurs de l'attention de Julius, des personnes animées par un complexe d'infériorité chercheraient probablement à le défier. Ce qu'il n'avait pas prévu, cependant, c'était que certains voudraient réellement le suivre à la place. Il supposait qu'au moins, la fierté de la lignée Ragnar tenait encore parmi des personnes comme Sibyl. Théo comprit qu'éventuellement, il aurait besoin de ses propres disciples s'il voulait devenir le chef du clan Ragnar. Sa quatrième et dernière quête de tutoriel, abandonner le titre imbécile de Ragnar, était directement liée à cela. Théo savait que c'était un titre qu'il n'avait jamais pu se débarrasser dans sa vie antérieure, mais cette fois, avec de nouvelles opportunités, il était déterminé à s'en débarrasser complètement. Se tournant vers Evelyne, Théo demanda s'il pouvait avoir un moment. Evelyne, avec un sourire fier, accepta et l'encouragea à montrer ses compétences. Levant son épée, Théo se présenta formellement comme Théo Ragnar, apprenti escrimeur du Palais Rose, en attente de la cérémonie d'éveil, et nomma fièrement Evelyne Nerville comme sa maîtresse. Evelyne rayonna à cette annonce. En réponse, Sibyl se présenta comme Sibyl Drea, apprenti escrimeur du poste d'inspection sud des praticiens de l'escrime du clan Couret, spécialisé dans l'épée rapide. Après les présentations formelles, Théo suggéra qu'ils aient un bon combat d'entraînement. Sibyl se précipita immédiatement en avant, lançant son épée vers Théo. Théo bloqua facilement l'attaque, et Sibyl remarqua à quelle vitesse Théo était. Malgré sa réputation de l'idiot du poste d'inspection sud, Sibyl avait toujours confiance en sa vitesse. Sibyl continua de balancer son épée, reconnaissant que les compétences de son adversaire étaient réellement au rendez-vous. Théo, bloquant chacune des attaques de Sibyl avec aisance, se rappela comment, dans sa vie antérieure, il aurait eu du mal à repousser ne serait-ce que quelques coups. Avec un puissant coup, Théo leva son épée et envoya Sibyl voler, le maîtrisant sans effort. Sibyl cracha de douleur en s'écrasant au sol. Mais au lieu de la frustration, il sourit joyeusement.
Sibylle félicita Théo, reconnaissant qu'il avait perdu face à son jeune maître et le remercia pour l'opportunité, disant qu'il avait beaucoup appris de ce combat. Théo leva de nouveau son épée, signalant que le duel était terminé, et dit à Sibylle que c'était un bon combat. Théo remarqua son reflet dans son épée brillante et se demanda s'il pouvait utiliser sa compétence d'observation sur lui-même. Curieux, il activa la compétence. À sa surprise, cela fonctionna, affichant un écran indiquant d'observation de Théo Ragnar. Il fut surpris par les détails affichés. Son titre était toujours l'imbécile de Ragnar et ses talents comprenaient joueur, Ragnar, observation, et 4 talents verrouillés intitulés accès refusé. Son statut indiquait un fort désir pour la cérémonie d'éveil. Son niveau était 1, avec les statistiques suivantes, force 13, dextérité 14, vitalité 12, puissance magique 190, intelligence 11, et chance -49. Le système expliqua que ces statistiques étaient désormais perceptibles et que toutes les statistiques seraient représentées par des chiffres à l'avenir. Théo nota que ses talents étaient catégorisés et se demanda si compléter davantage de quêtes débloquerait les 4 capacités cachées. Il fut heureux de voir qu'il pouvait vérifier personnellement ses valeurs de statistiques, remarquant particulièrement que sa puissance magique était élevée grâce à la magie de sa vie antérieure et au cœur de dragon. Cependant, la statistique de chance négative le déconcertait. Il se demanda si cela signifiait qu'il avait été maudit et si toute la malchance de sa vie précédente en était la cause. Désactivant sa compétence d'observation, Théo pensa qu'il devait trouver un moyen d'augmenter sa chance. À ce moment-là, il entendit des personnes s'approcher derrière lui. Et se retourna pour voir plusieurs hommes le regarder. Evelyn observa que bien que Randan ait été faible, il était toujours un escrimeur de rang moyen. Et le fait que Théo l'ait vaincu et ait reçu l'approbation de Julius signifiait que, dans la société de force régie par Ragnar, les gens l'envieraient ou l'admireraient. Le groupe rassemblé derrière Théo semblait appartenir à la dernière catégorie. Les chevaliers avaient été choqués par le duel entre Théo et Sibylle, confirmant que les rumeurs étaient vraies. Ils se demandaient s'ils auraient eux-mêmes pu bloquer les attaques de Théo s'ils avaient été à la place de Sibylle. Parmi eux se tenait Nalan, désirant s'entraîner avec Théo mais ne sachant pas comment demander. Théo utilisa sa capacité d'observation sur lui et apprit que Nalan avait 19 ans, détenait le titre de pilier du vicomte Nan et était un escrimeur de Baran. Son talent était la passion et la persévérance, et son statut actuel révélait un fort désir de s'entraîner avec Théo. Soupirant, Théo appela Nalan, le surprenant. Nalan bégaya, demandant si Théo le connaissait. Mais Théo lui ordonna simplement de venir en avant et suggéra qu'ils s'affrontent. Nalan, excité, leva son épée et répondit avec empressement que ce serait un honneur. Il se présenta comme le 3e fils du vicomte Nalan, formé au style d'escrime connu sous le nom de Double Ascension. Théo se présenta en retour comme Théo Ragnar du Palais Rose, exprimant l'espoir qu'ils auraient un bon combat. Tous deux se précipitèrent l'un vers l'autre. Leurs épées s'entrechoquant au milieu, augmentant la maîtrise de Théo en escrime de base. Nalan retira rapidement son épée, gagnant en élan. Et la balança vigoureusement vers le côté de Théo. Manquant de peu de frapper son coup. Cependant, Théo la bloqua juste à temps. Repoussant l'épée de Nalan, et sa maîtrise de l'escrime cœur changeant augmenta également. Nalan, stupéfait par les compétences de Théo, admit sa défaite, bégayant en reconnaissant sa perte. Le système informa Théo qu'il avait gagné l'approbation de Nalan, et sa chance augmenta d'1 point. Cela laissa Théo se demander si gagner l'approbation des gens pouvait améliorer sa chance et si cela suivait également sa réputation. De plus, le système montrait qu'il avait gagné des points d'expérience. Théo fendit son épée en avant, s'engageant avec le prochain chevalier qui souhaitait le combattre. Sachant qu'il devait continuer à se surpasser, il continua de vaincre ses adversaires un par un. Après chaque victoire, il gagnait leur approbation. L'approbation de Bena Remiro augmenta sa chance d'1 point. Suivi par Éric Moren, qui lui accorda également un point supplémentaire de chance. Il continua à se battre, gagnant l'approbation de Manfred Nombert qui lui accorda également un point supplémentaire de chance. Nalan Noir qui lui accorda également un point supplémentaire de chance. Viro Perran qui lui accorda lui aussi un point supplémentaire de chance. Et enfin Daniel Reman, une victoire qui ajouta un autre point à sa chance. Après avoir vaincu plusieurs chevaliers, Théo prit un moment pour reprendre son souffle. Il demanda qui serait le prochain. Mais lorsque personne ne se présenta, il ouvrit sa fenêtre de statut. Malgré avoir combattu tant de personnes, sa progression dans la quête n'avait augmenté que de 1%. Confus, il se demanda si c'était parce que ses chevaliers le respectaient déjà dans une certaine mesure. Il commença à suspecter que, pour faire des progrès significatifs, il devait défier des adversaires plus forts ou se prouver devant ceux qui le méprisaient encore. Un type d'événement différent était nécessaire. Soudain,
une voix derrière lui commenta à quel point il semblait épuisé et demanda s'il irait bien. Théo répondit qu'il se reposerait si nécessaire, mais qu'il n'en avait pas besoin pour le moment. L'homme s'avança, se révélant être Remington Narcio, l'un des 4 loups du Nord, qui demanda alors un duel avec Théo. Théo fut choqué. Remington était membre des prestigieux 4 loups du Nord, qui comprenaient Ulcus Lank, un homme roux qui aime beaucoup se battre. Ré Ragnar, une jeune femme aussi forte que jolie. Action Ragnar du palais Camélia, et Remington lui-même. C'étaient les guerriers les plus forts de la génération de la cérémonie d'éveil du clan Ragnar. Remington se présenta et expliqua qu'il était venu tôt pour voir les compétences d'escrime de Théo avant la cérémonie d'éveil. Curieux, Théo activa sa compétence d'observation et vit que Remington avait 17 ans, détenait le titre de sous-chef de clan de Narcio, et était également connu sous le nom de Lion d'Argent, l'un des 4 loups du Nord. Ses talents étaient listés comme génie de l'épée, sens aigu, et travailleur extrêmement acharné. Son statut actuel révélait qu'il était surpris de voir un rival qu'il n'avait pas prévu. Levant son épée, Remington remercia Théo d'avoir exaucé son souhait, exprimant son désir de tester ses compétences. Théo leva sa propre épée et se présenta comme le 31e fils du grand gardien du Nord, Kyle Ragnar, et un apprenti escrimeur se préparant pour la cérémonie d'éveil. Souriant, Théo se sentit honoré. Il n'aurait jamais imaginé rencontrer et combattre le légendaire génie de l'épée Remington, quelqu'un qu'il admirait depuis longtemps. Bien que sa quête soit encore en cours, le frisson de combattre Remington était tout ce qui comptait pour lui à ce moment-là. Théo dit humblement à Remington que c'était un honneur d'échanger des épées avec le célèbre sous-chef de clan de Narcio. Remington, à son tour, exprima son enthousiasme pour le combat à venir. Alors qu'ils prenaient tous deux leur position, Théo se demanda si ses compétences actuelles étaient suffisantes pour vaincre quelqu'un d'aussi redoutable que Remington, l'un des 4 loups du Nord. Leurs épées s'entrechoquèrent, émettant un fort bruit métallique résonnant dans la zone alors que leur bataille commençait. Le système montra que la progression de la quête de tutoriel de Théo avait augmenté de 1% en raison de l'impact puissant de leurs épées. Les deux adversaires se regardaient intensément. Jusqu'à ce que l'une des épées se brisa en morceaux, complètement détruite. Evelyn observa calmement. Mais les chevaliers étaient stupéfaits. La moitié de l'épée brisée tomba au sol et c'était celle de Théo. Les spectateurs ne pouvaient pas croire que leur jeune maître avait apparemment perdu. Sibylle, incrédule, cria que cela ne pouvait pas être vrai, mais Nalan pointa du doigt que c'était un résultat évident. Peu importe combien Théo avait grandi, il était impossible pour lui de vaincre l'un des 4 loups, les guerriers les plus forts de leur génération. Pourtant, Sibylle loua l'esprit de combat de Théo. Les chevaliers furent encore plus surpris lorsque Remington admit que c'était lui qui avait perdu. Il remercia Théo pour le bon duel, expliquant que son épée était déjà usée et qu'il était épuisé, ce qui signifiait que le duel était sa défaite. Cependant, Théo répondit que sur un champ de bataille, personne n'offrirait de telles considérations et admit qu'il avait perdu le moment où il avait perdu son épée. Remington sourit à Théo. Et ils se serrèrent la main. Remington exprima son espoir d'un duel propre la prochaine fois, et Théo acquiesça, espérant la même chose. Nalan fut choqué de voir que Théo avait été reconnu par l'un des 4 loups, tandis que Sibylle criait fièrement à Nalan que leur jeune maître Théo était différent. Evelyn poussa un soupir de soulagement, et le système informa Théo que sa progression dans la quête avait augmenté à 35%. Théo regarda Remington, reconnaissant sa force. Il comprit que, bien qu'il ait acquis un pouvoir incroyable grâce à des talents et des manuels secrets via le système, les compétences de Remington étaient encore bien supérieures aux siennes. Au moment où leurs épées s'entrechoquèrent, Théo réalisa qu'il avait encore beaucoup à améliorer. Bien que déçu que le duel se termine prématurément, Théo sentit qu'il avait beaucoup gagné. Non seulement sa chance avait augmenté de 10 points, mais sa réputation s'était également améliorée de manière significative. Cependant, il était toujours insatisfait de sa progression dans la quête, qui n'avait pas avancé autant qu'il l'espérait. Il commença à réfléchir à quel stade ou événement pourrait l'aider à obtenir plus d'approbation. Remington l'appela alors, expliquant qu'il n'était pas venu uniquement pour le duel. Remettant une enveloppe à Théo, Remington l'invita à rejoindre la Société des Dragons Écaillés. Sibylle fut choquée, sachant que la Société des Dragons Écaillés était un groupe prestigieux réservé à ceux qui avaient été spécialement sélectionnés. Il n'arrivait pas à croire que Remington avait personnellement invité Théo. Théo, tout aussi surpris, se demanda si quelqu'un comme lui était apte à rejoindre un groupe aussi célèbre. Remington dissipa les doutes de Théo, affirmant qu'il était plus que qualifié.
Il expliqua que la Société des Dragons Écaillés n'était pas aussi sérieuse qu'elle en avait l'air. C'était simplement un groupe social pour les pères se préparant à la prochaine cérémonie de l'éveil. Curieux, Sibyl demanda pourquoi Théo était invité tandis que Bennett, submergé, semblait prêt à pleurer. Théo n'était pas sûr des motivations de Remington pour l'invitation, mais il savait que la Société des Dragons Écaillés était centrée autour d'Action et remplie de personnes qui le méprisaient. Il réalisa que ce serait l'environnement parfait pour faire progresser sa quête et recueillir des informations sur Action et le palais Camélia. Il n'y avait aucune raison de refuser. Acceptant l'invitation, Théo remercia Remington et confirma qu'il participerait. Les chevaliers furent étonnés que Théo ait été invité à la Société des Dragons Écaillés, et le système l'informa que sa progression dans la quête avait augmenté de 1%. Remington serra la main de Théo, satisfait de sa décision, et lui dit que s'il avait des questions, il ne devrait pas hésiter à les poser. Remington mentionna ensuite que la prochaine réunion aurait lieu dans 2 semaines. Evelyn, allumant son cigare, les regarda silencieusement, pensive. Un instant plus tard, au Palais Rose, Cecilia fit irruption dans la chambre de Théo en l'appelant. Surpris, il lui dit qu'il s'apprêtait à lui annoncer une nouvelle. Mais resta sans voix lorsque plusieurs domestiques la suivirent à l'intérieur. Bégayant, il demanda à sa mère ce qui se passait. Cecilia expliqua avec enthousiasme qu'elle avait entendu parler de son invitation à la Société des Dragons Écaillés. Elle poursuivit en expliquant que la société incluait Action, le fils du rusé d'Émile, ainsi que des talents brillants comme Remington. Les domestiques commencèrent à évaluer quelle couleur lui convenait le mieux pendant que Cecilia expliquait que la Société des Dragons Écaillés attirait l'attention du conseil. Tout chez lui, de sa manière de s'habiller à sa façon de se comporter, serait scruté. Alors que Cecilia mesurait ses épaules, elle le rassura en disant que bien que son étiquette soit impeccable, ses vêtements et son comportement étaient des aspects qu'elle pouvait l'aider à améliorer. Elle lui rappela qu'elle avait été actrice, donc c'était quelque chose qu'elle connaissait bien, et qu'elle était plus qu'heureuse de l'assister. Théo savait qu'il était souvent étiqueté comme l'enfant illégitime d'une concubine commune, et sa mère s'était toujours sentie coupable à ce sujet, même si ce n'était pas de sa faute. Dans le clan des sang-froids de Ragnar, il ne pouvait qu'imaginer à quel point cela devait être difficile pour elle, surtout avec un fils souvent perçu comme déficient. Cecilia le serra alors fort dans ses bras, l'appelant son fils. Et lui dit qu'elle croyait en lui, qu'elle savait qu'il pouvait réussir. Théo sourit, touché par ses paroles, et la serra en retour, l'assurant qu'il n'y avait plus besoin de s'inquiéter. La pièce était remplie d'émotions, et tous les présents furent émus par le moment. Cecilia déclara avec fierté que son fils rejoignait la Société des Dragons Écaillés. 2 semaines plus tard, la nuit du banquet de la Société des Dragons Écaillés, Remington se tenait dehors au Palais Rose en attendant. Il fut surpris lorsque Théo sortit. Impeccablement vêtu, avec Cecilia et les serviteurs lui souhaitant bonne chance. Théo sourit à Remington, mais Remington, toujours impressionné, demanda si c'était vraiment lui, commentant combien il avait changé. Théo rit, disant à Remington d'arrêter de le taquiner, mais Remington insista qu'il était sincère et pointa vers le carrosse. Alors qu'il montait dans le carrosse, Théo réfléchit aux paroles de Remington. Il se sentait effectivement différent. Il avait grandi en taille, ses muscles étaient devenus plus définis, et 2 semaines d'entraînement assidu avaient clairement porté leurs fruits. Pendant ce temps, Remington lui avait rendu visite quotidiennement, et ils s'étaient rapprochés. Sans oublier que Théo avait également gagné de nouveaux adeptes. Evelyn avait soupiré de nombreuses fois durant ces 2 semaines, disant qu'elle avait seulement l'intention de lui enseigner pendant une courte période mais qu'elle s'était retrouvée impliquée dans un processus plus approfondi. Théo, pour sa part, détournait simplement le regard, sachant à quel point les semaines passées avaient été épuisantes, surtout avec la présence quotidienne de Remington, ce qui avait poussé Evelyn à se taper la tête de frustration plus d'une fois. Alors que le carrosse roulait, Remington demanda si ce serait le premier banquet officiel de Théo, auquel Théo répondit que oui. Remington le rassura, disant qu'il n'y avait pas lieu d'être nerveux et il savait que Théo s'en sortirait bien. Cependant, il avertit également Théo au sujet de son ami Action, ce qui laissa Théo perplexe. Remington expliqua qu'Action pouvait être très espiègle, mais en réalité, c'était Action qui avait étendu l'invitation, pas Remington. Action avait exprimé le désir de rencontrer Théo et était allé jusqu'à préparer le banquet en son honneur. Remington espérait que Théo ne penserait pas trop mal d'Action. Théo, comprenant maintenant qu'Action l'avait invité, sourit, pensant que tout se passait un peu trop bien. Il répondit qu'il attendait l'événement avec impatience.
s'attendant pleinement à ce que la soirée soit accompagnée de ses parts d'insultes et de défis. Pendant ce temps, au Palais Camélia, Action tenait un verre d'alcool, anticipant avec excitation l'arrivée de ce qu'il considérait comme un nouveau jouet, Théo, l'imbécile de Ragnar. Un instant plus tard, le carrosse s'arrêta, et le conducteur les informa qu'ils étaient arrivés. Remington descendit en premier, suivi de Théo, qui leva les yeux pour voir qu'ils avaient atteint le Palais Camélia, qui est l'endroit qui avait autrefois incité Randan à interférer avec sa croissance et qui avait finalement consumé sa mère et l'ensemble du Palais Rose. Remington demanda s'il devait entrer, et Théo répondit affirmativement. Alors qu'ils marchaient, Remington mentionna qu'Action les accueillerait personnellement à l'entrée, un geste rare. Cependant, l'esprit de Théo était ailleurs. Il savait qu'Action cherchait probablement à arrêter son ascension. Mais Théo était venu préparé, déterminé à faire comprendre à Action avec qui il avait réellement affaire. Soudain, une lumière bleue se refléta sur ses boucles d'oreilles. Lorsqu'il leva les yeux, Théo remarqua la lueur d'une quête dans l'une des pièces, ce qui le fit se demander s'il y avait une quête cachée au sein du Palais Camélia. Avant qu'il ne puisse enquêter davantage, Remington appela son nom en alarme, se précipitant vers lui alors que quelque chose tombait d'en haut. Une forte explosion suivit, laissant un nuage de poussière. Choqué, Remington l'appela de nouveau. Mais Théo émergea de la poussière, répondant qu'il allait bien, ce n'était qu'un sac de farine. Remington, furieux, leva les yeux et exigea de savoir ce que les coupables faisaient. Théo se dépoussiéra les vêtements, sachant que dans sa vie antérieure, il n'aurait pas pu esquiver et aurait été couvert de poudre. Il jeta un coup d'œil à Remington, suspectant un instant qu'il pourrait être complice de la blague, mais après avoir vérifié le statut de Remington en utilisant son observation, Théo vit une confusion genuine et réalisa que Remington n'y avait rien à faire. Levant les yeux, Théo savait que la farce à la farine venait d'Action. En effet, Action apparut et demanda ce que Théo pensait de son accueil, affirmant que ce n'était qu'une simple salutation amicale et une courtoisie de base entre pairs. Remington exigea avec colère une explication. Mais Action l'écarta, demandant si Remington était réellement contrarié et suggérant qu'il devrait simplement prendre cela comme une salutation ludique entre frères. Théo activa sa compétence d'observation sur Action et vit qu'Action détenait le titre de Tigre Sombre et était un apprenti épéiste. Ses talents incluaient la folie, le psychopathe et le talent de maniement de l'épée dévastateur, et son statut actuel montrait qu'il était excité, considérant Théo comme un nouveau jouet avec lequel jouer. Souriant, Théo remercia Action, ce qui le surprit. Lorsqu'Action demanda ce qu'il entendait par là, Théo expliqua gaiement qu'un accueil chaleureux d'Action le faisait naturellement se sentir reconnaissant, et qu'il attendait avec impatience la fête. Action, d'abord décontenancé, se reprit rapidement et commenta que cela faisait un moment qu'il s'amusait autant. Un instant plus tard, ils entrèrent dans la grande salle de réception, où des murmures et des chuchotements remplissaient l'air. Les invités étaient confus quant aux intentions d'Action. Beaucoup se demandaient pourquoi quelqu'un de la lignée directe comme Action inviterait Théo, le soi-disant imbécile, à la prestigieuse Société des Dragons Écaillés. Pourtant, en observant Théo, ils admirent qu'il semblait plus composé que prévu. Théo traversa la salle avec Remington, sirotant du vin, tandis que les autres invités continuaient à chuchoter, se demandant si Action prévoyait de jouer à nouveau avec Théo. Remington, se sentant embarrassé, s'excusa une fois de plus auprès de Théo, expliquant qu'il n'était généralement pas aussi hostile. Théo le rassura, disant qu'il allait bien et, en fait, qu'il était même reconnaissant de l'attention, laissant Remington perplexe. Théo souriait intérieurement, pensant que tous les commérages et insultes étaient nécessaires. Il en avait besoin qu'il parle derrière son dos, car plus il le faisait, plus sa victoire serait douce lorsqu'il les écraserait plus tard. Alors que Théo continuait à scanner la salle, il remarqua que la source de la lumière bleue, le marqueur de quête qu'il avait vu de l'extérieur, se trouvait au 2e étage. Il était certain que cela était lié à une quête, mais pour l'instant, il n'avait aucun moyen naturel de s'en approcher sans attirer l'attention. Théo sirotait son vin, plongé dans ses pensées, mais fut bientôt interrompu par Action, qui descendit en demandant s'il appréciait la fête. Théo se rappela de rester calme et de suivre son plan. Souriant, il répondit qu'il appréciait effectivement et remercia Action pour l'invitation. Action, feignant des excuses, admit qu'il avait peut-être exagéré plus tôt. Plaçant une main sur l'épaule de Théo, Action demanda de manière sinistre si Théo accepterait ses excuses. Avant que Théo ne puisse répondre, Remington appela furieusement Action, mais au lieu de s'adresser à la colère de Remington, Théo surprit tout le monde en disant qu'il n'y avait pas besoin d'excuses. Car il ne se souvenait que d'une salutation amicale.
Action, décontenancé un instant. Ri et tapa Théo dans le dos, déclarant combien Théo était devenu amusant et qu'il n'avait aucune idée que Théo était ainsi. Action ajouta, assez fort pour que les invités entendent, que Théo avait beaucoup changé depuis qu'il le connaissait et qu'il l'aimait de plus en plus. Les invités rirent, taquinant que Théo ne faisait que sourire et agir comme le chien de compagnie d'Action. Un homme commenta qu'un enfant illégitime comme Théo, sans véritable racine, ne pourrait jamais se mesurer au sang noble de la famille Troisvent. Un autre invité acquiesça, disant que malgré le fait qu'ils soient tous deux des ragnards, Théo et Action étaient sur des niveaux complètement différents. Comment quelqu'un comme Théo, né d'une femme au hasard, pourrait-il jamais se comparer à la lignée noble de maniement de l'épée du clan Troisvent? Malgré tous les chuchotements, Théo resta calme, souriant extérieurement tout en réprimant sa colère. Les invités déplacèrent ensuite leur commérage vers Remington, se demandant pourquoi il était si proche de Théo. L'un d'eux remarqua que s'ils enquêtaient, Remington était également illégitime. Cela choqua Remington et plongea la salle dans un silence inconfortable. L'homme qui avait parlé réalisa soudainement qu'il avait dépassé les limites, car l'illégitimité de Remington était un sujet interdit. Théo, sentant la tristesse de Remington et devenant de plus en plus furieux, décida d'agir. Appelant Action. Théo demanda s'il ne devait pas aussi se présenter à ses nouveaux amis. Il s'approcha de la table. Saisit une bouteille de vin et s'approcha de l'homme qui avait insulté Remington. L'homme, sentant que quelque chose n'allait pas, balbutia, demandant s'il avait dit quelque chose de mal. Sans avertissement, Théo balança la bouteille. Et la brisa sur la tête de l'homme. Stupéfiant à la fois Action et Remington. L'homme poussa un cri de douleur, tenant sa tête ensanglantée. Il se lève et traite Théo de salaud, lui demande comment il ose lui faire ça. Mais Théo répondit par un coup de pied rapide à la tête de l'homme, le faisant tomber au sol. Calmement, Théo demanda ce que l'homme entendait par salaud et remarqua qu'il n'avait fait qu'une salutation amicale. Utiliser salaud était une chose si blessante à dire. Les autres invités paniquèrent, chuchotant avec incrédulité et se demandant si Théo était vraiment l'imbécile qu'ils avaient supposé. Alors que cela se déroulait, la progression de la quête tutorielle de Théo bondit à 43%. Remington, choqué, réalisa que ce n'était pas le Théo qu'il connaissait et se demanda si Théo agissait à cause de lui. Pendant ce temps, Théo se tenait au-dessus de l'homme tombé et, avec un sourire froid, déclara qu'il avait étendu son accueil. Marchant sur le bras de l'homme, il demanda s'il était temps pour lui de dire ses adieux. Agrippant fermement son bras, l'homme supplia Théo d'attendre. Mais d'un mouvement rapide, Théo brisa le bras de l'homme, l'os se brisant avec un son strident. Tout le monde dans la salle resta figé, choqué et incrédule, tandis que la progression de la quête de Théo montait à 59%. Alors que l'homme s'effondrait en agonie. Théo relâcha sa prise et demanda casuellement si quelqu'un d'autre voulait dire bonjour. Sa progression dans la quête augmenta de nouveau, atteignant maintenant 66%. À ce moment-là, des gardes émergèrent de leur cachette, entourant Théo et dégainant leurs épées. Les pointant sur sa tête. Ils crièrent que nuire à leur jeune maître serait puni de mort. Théo n'était pas surpris. Il savait que l'homme qu'il venait de battre était Yann Hanavi, le troisième jeune maître du clan Hanavi, l'un des 6 clans de neige qui soutenaient Ragnar. Mais c'était précisément pour cette raison qu'il était venu à la Société du Dragon écaillé même en sachant qu'elle était remplie d'ennemis. Mais il ne comptait plus tolérer leur manque de respect. Théo demanda ensuite aux gardes, et alors si Yann est le jeune maître du clan Hanavi. Ces paroles laissèrent les chevaliers stupéfaits. Théo pensa qu'il connaissait la position du clan Hanavi et se demande s'il s'attendait à ce qu'ils restent les bras croisés tandis que l'imbécile qu'ils avaient toujours méprisé commençait soudainement à riposter. Il enchaîna avec une question incisive, demandant si les chiens du clan de Ragnar osaient réclamer sa mort. Puis en colère leur demande s'ils étaient prêts à assumer la responsabilité de telles paroles. Car ils ne tolèrent pas le manque de respect. Les chevaliers restèrent figés de peur. Se demandant quel type de pression ils ressentaient et si cela pouvait vraiment être l'imbécile de Ragnar qu'ils pensaient connaître. L'un des chevaliers réalisa soudainement la gravité de la situation. Théo, en tant que descendant direct de Ragnar, détenait le droit de succession. Ragnar était le seigneur du Nord, régnant sur les 6 clans de neige. Déclarer la mort d'une lignée du seigneur dragon était un péché si grave que la destruction d'un clan entier ne serait même pas considérée comme déraisonnable. Le chevalier comprit que, bien que cela ne s'appliquât plus à Théo depuis longtemps, c'était le cas désormais, et il devait s'excuser immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse agir, Théo donna l'ordre de les tuer.
Une épée traversa l'air, décapitant rapidement les chevaliers qui avaient braqué leurs lames sur Théo. Il resta calme, regardant les corps s'effondrer au sol. Alors que Evelyn fait son apparition avec son épée à la main. Les invités, Remington et même Action furent choqués par la violence soudaine, tandis que la progression de la quête de Théo passait à 70%. À ce moment-là, Evelyn apparut, demandant à Théo quand il avait réalisé qu'elle le suivait. Il répondit simplement que c'était évident, bien qu'il ne sache pas pourquoi elle le suivait. Théo se sentit soulagé de la savoir là, ce qui lui permit de renverser la situation sans hésitation. Alors qu'ils échangeaient des regards, la pièce tomba dans un silence tendu. La veille, dans une pièce calme, Julius se versa un verre de vin et rappela à Evelyn qu'elle avait dit un jour qu'elle ne prendrait plus de disciples. Il demanda si son nouveau disciple en escrime, Théo, lui plaisait. Evelyn, ne se livrant pas à de la petite conversation, demanda si Julius n'avait pas un autre endroit où être, lui rappelant qu'il ne restait pas beaucoup de temps avant sa retraite. En riant, Julius admit que la tourmentée était devenue son dernier plaisir et la pressa à nouveau pour une réponse concernant Théo. Evelyn soupira, soulignant que le vin que Julius buvait était cher. Julius le but quand même et la pressa une fois de plus pour une réponse. Finalement, Evelyn admit que Théo avait largement dépassé ses attentes, tant par son attitude que par son talent. Elle déclara qu'il était le meilleur élève qu'elle ait jamais enseigné. Julius, curieux, lui rappela qu'Action était également passée entre ses mains et demanda si elle considérait encore Théo comme meilleur. Evelyn confirma cela, expliquant que le potentiel de Théo était bien au-delà même de celui d'Action. Elle assura à Julius que ces mots n'étaient pas vains. Julius ricana, notant que les yeux perçants d'Evelyn lui donnaient un avantage pour voir de telles choses. Il demanda ensuite si Théo avait caché sa force tout ce temps, puisqu'il était impossible pour quelqu'un de changer aussi radicalement du jour au lendemain. Evelyn acquiesça, disant qu'il semblait que Théo avait dissimulé ses capacités, mais elle trouvait étrange que quelqu'un qui avait caché sa force pendant si longtemps commence soudainement à l'exhiber. Elle ajouta qu'être trop hâtif menait souvent à des erreurs, et il semblait que Théo était poursuivi par quelque chose. C'était, dit-elle, pourquoi elle s'inquiétait de sa présence à la Société du Dragon Écaillé. Julius, voyant son inquiétude, suggéra que c'était probablement à cause d'Action et lui conseilla de suivre Théo si elle était si préoccupée. Confuse, Evelyn demanda ce qu'il voulait dire. Julius expliqua que lorsque des louveteaux en quête de sang se rassemblent, ils ont tendance à solidifier leur hiérarchie, donc quelque chose va forcément se produire. Il ajouta ensuite avec un sourire en coin que pendant qu'elle était là, elle pourrait bien tenter de convaincre Théo de rejoindre la cavalerie du dragon blanc armuré. Julius posa un uniforme de cavalerie sur sa table, la laissant momentanément stupéfaite. Alors qu'il marchait vers la porte, il suggéra qu'elle et Théo rejoignent la cavalerie ensemble. En souriant, Julius la taquina, disant qu'elle ne pouvait pas prendre sa retraite simplement parce qu'il ne pouvait pas monter un dragon et qu'elle devrait assumer la responsabilité de celui qu'elle avait présenté. En faisant ses adieux, Julius commenta que le vin avait été excellent, laissant Evelyn sans voix. Elle jeta un coup d'œil à l'uniforme et remarqua tranquillement que, bien sûr, il avait bon goût car c'était cher. De retour au palais Camélia, Evelyn observa Théo et réalisa qu'il avait orchestré toute la situation express, sachant qu'elle le suivait depuis le début. Il lui apparut que peut-être Théo avait rejoint la Société du Dragon Écaillé avec ce plan exact en tête. Il n'était finalement pas quelqu'un dont elle devait se préoccuper. Elle se demanda exactement quand il avait remarqué sa présence, confirmant en elle-même qu'il était loin d'être ordinaire. En fait, Théo avait senti la présence d'Evelyn dès qu'il était entré dans la voiture. Son cœur de dragon lui permettait de libérer sa perception énergétique, souvent appelée sixième sens. Il en était reconnaissant, sachant que la scène était prête et que l'étape finale de son plan allait se dérouler. Il se tourna vers Evelyn et l'appela. Puis croise les bras en déclarant que la plupart des personnes présentes avaient montré du manque de respect envers un candidat à la succession. Calmement, il lui demanda quelle était la punition pour un tel crime. Sa question choqua et horrifia les invités. Evelyn répondit que, selon la loi du clan, une exécution immédiate était possible. Souriant à sa réponse, Théo dit que puisque les contrevenants étaient tous des enfants qui n'avaient même pas subi leur cérémonie d'éveil, elle ne devait prendre qu'un de leurs bras et s'arrêter là. Sans hésiter, Evelyn se précipita vers les invités, répondant qu'elle comprenait. La panique se répandit parmi les nobles qui balbutiaient, la suppliant d'attendre, mais il était trop tard. Elle coupa rapidement le bras du premier noble sur son chemin, annonçant qu'elle en avait fini avec le deuxième fils du clan Byron. Un par un, elle traversa la salle,
coupant les bras du premier fils du corps de mercenaires rouges et blancs, de la quatrième fille de la guilde des marchands serait, du troisième fils du clan Clark et de la première fille du clan Howard. À chaque coup, la progression de la quête tutorielle de Théo augmentait d'abord à 72%, puis à 76%, et enfin à 79%. L'un des nobles attrapa le pantalon d'Action, le suppliant d'intervenir. Mais Action le fixa simplement du regard. Puis furieux lui demande pourquoi il devrait aider alors que ce n'était qu'une salutation. L'homme balbutia d'incrédulité, essayant de comprendre la réponse d'Action. Mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, Evelyn lui trancha le bras, le laissant se tordre de douleur sur le sol. Evelyn annonça qu'elle avait traité le premier fils de la famille Perran. Action et Evelyn échangèrent un regard. Et Action remarqua qu'il ne s'attendait pas à la retrouver dans de telles circonstances. Evelyn leva respectueusement son épée à sa tête et reconnut que cela faisait un moment. La progression de la quête de Théo passa à 82%. Action réalisa qu'Evelyn n'avait ciblé que ceux qui avaient insulté la lignée de Théo, le rendant incapable d'intervenir même en tant que candidat successeur. Il observa Evelyn s'approcher de Théo, rapportant qu'elle avait coupé les bras droits des 14 individus qu'il lui avait ordonné de neutraliser. Remington s'approcha également, et Théo félicita Evelyn pour son travail, lui demandant l'état des blessés. Evelyn répondit calmement que si les bras coupés étaient rapidement emmenés à un prêtre, ils pourraient être rattachés, mais leur avenir en tant qu'escrimeur était incertain. Théo rétorqua que c'était parfait. Remington, inquiet, demanda à Théo s'il allait bien. Action, observant la situation, réalisa que Remington et Evelyn étaient devenus captivés par Théo. En riant intérieurement, Action confirma que l'imbécile du Palais Rose avait vraiment changé. Cependant, il ne pouvait pas réprimer la rage grandissante en lui, ne voulant rien de plus que d'écraser Théo sous ses pieds. Alors que Théo se tournait pour partir, il dit calmement à Evelyn et Remington qu'il était temps de partir. Evelyn accepta immédiatement, et Remington, balbutiant, dit qu'il les suivrait également. Théo et Action se regardent de manière intense. Lorsque Théo passa devant Action, il le tapota légèrement sur le bras et sourit, remarquant qu'il avait apprécié la soirée. Cette action compléta sa 4e quête tutorielle. Alors qu'il s'éloignait, il dit à Action qu'il se reverrait bientôt, laissant Action bouillonner de colère. Le système félicita Théo pour avoir complété sa quête tutorielle finale en présence d'Evelyn. Action, furieux, appela avec rage le nom de Théo. Mais le système indiqua que toutes les quêtes tutorielles avaient été complétées. Personne ne l'appellerait plus « l'imbécile de Ragnar ». Fier, Théo quitta le palais Camélia, sachant que bien que la quête soit terminée, sa véritable vengeance ne faisait que commencer. En récompense, il reçut un élixir d'expérience, une potion capable de le faire monter de niveau 5 fois, bien qu'elle ne puisse être utilisée qu'en dessous du niveau 30. Plus tard, de retour au palais Camélia. Émile était dans son bureau à travailler sur des papiers lorsqu'un homme lui rapporta les événements de la soirée. Choquée, elle lui ordonna de répéter les informations. Alors que l'homme confirmait le chaos à la Société du Dragon écaillé d'Action, Émile et Ed restèrent sans voix. Pendant ce temps, à l'auberge du Palais Rose, Sibylle leva son verre d'alcool haut, criant qu'il célébrait le début incroyable de Théo dans la haute société. Les autres acclamèrent, cliquetant leur verre avec excitation. Alors qu'il faisait la fête autour de Théo, lui donnant un sentiment de soulagement, il but sa bière en victoire, entouré de personnes qu'il pouvait enfin appeler les siennes. Cette même nuit au Palais Camélia, une gifle bruyante résonna dans l'une des chambres, se répercutant dans le couloir. À l'intérieur, Émile confronta furieusement Action, le réprimandant de lui avoir donné, à lui, le bâtard imbécile Théo, la justification d'agir et d'avoir permis que les bras de ses alliés soient coupés. Action répondit simplement « oui », ce qui ne fit qu'alimenter la rage d'Émile. Elle cria, demandant s'il croyait vraiment que tout cela avait du sens, et lui rappela combien de fois elle l'avait averti de ne pas prendre Théo à la légère. Elle ordonna ensuite à Action d'oublier tout plan de pression pour soumettre Théo, soulignant qu'il venait de donner à Théo les raisons de se déchaîner. Émile insista une fois de plus qu'elle l'avait averti à plusieurs reprises, une fois que Théo Ragnar commencerait à se démarquer, il deviendrait beaucoup plus difficile de prendre le contrôle du Palais Rose. Action tenta de rassurer sa mère en lui disant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, mais elle le coupa, criant qu'elle ne voulait pas l'entendre. Elle lui ordonna de réfléchir à ses actions, l'accusant d'avoir failli ruiner leur grand plan simplement pour un plaisir superficiel. Action répondit à contre-séure qu'il y penserait avant de quitter la pièce. Alors qu'Action sortait, Émile demanda furieusement « De qui a-t-il pris pour être aussi impulsif ?»
Une voix provenant des ombres répondit, « Il l'a pris de toi, car il est comme toi quand tu étais jeune. » Surprise, Émile demanda si c'était une plaisanterie. Ed, son frère, s'avança de l'obscurité et lui dit de ne pas être si en colère, suggérant que l'incident n'était peut-être pas aussi grave qu'elle le pensait. Curieuse, Émile demanda pourquoi. Ed expliqua que puisque le Palais Rose avait toujours fait partie du harem du chef de clan, il était difficile de s'en emparer. Bien qu'il ait été largement ignoré par le chef de clan comme un lieu où traînait la racaille, il avait toujours son soutien. Pour prendre le contrôle, ils avaient besoin de justification. Ed poursuivit en disant que, heureusement, Théo avait créé un chaos significatif lors de la réunion de la Société du Dragon Écaillé, et qu'en devenant lentement le représentant du Palais Rose, il pouvait utiliser l'incident comme justification. Cela surprit Émile. Elle avait été troublée par la force croissante de Théo, craignant que cela n'attire plus d'attention de la part du chef de clan, rendant leur influence sur le Palais Rose plus difficile à solidifier. Mais Ed suggéra qu'ils pouvaient désormais utiliser l'ascension de Théo à leur avantage. En utilisant des procédures légales sous prétexte de discipline, ils pouvaient discrètement réprimer Théo et son influence croissante, laissant le Palais Rose sans autre choix que de se soumettre à la famille Troisvent, prenant ainsi le contrôle sans faire de bruit. Émile, fermant son éventail avec excitation, demanda à Ed combien de temps il faudrait pour tout préparer. Ed sourit et lui dit que les préparatifs étaient déjà terminés. Il la rassura qu'au moment où elle se réveillerait le matin, elle entendrait des nouvelles encourageantes. Sur ce, il l'encouragea à profiter d'un bain et à bien dormir. En lui tendant une bougie aromatique, il ajouta qu'il avait fait de grands efforts pour l'acquérir dans les régions volcaniques du Sud-Akran. C'est moi, où il y a quelque chose de bizarre entre ses frères et sœurs. Émile serra Ed dans ses bras, lui disant qu'elle n'attendait rien de moins de son frère aîné et que c'était pour cela qu'elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Pendant ce temps, à l'auberge du Palais Rose, Remington s'approcha de Théo, visiblement choqué. Il avoua qu'il n'avait pas réalisé que Théo tenait autant à lui. Confus, Théo demanda ce qu'il voulait dire. Remington expliqua qu'il faisait référence à ce qui s'était passé à la Société du Dragon Écaillé, mais Théo se demanda si Remington était ivre malgré le fait qu'il n'ait bu que du jus d'orange. Remington continua, disant que, bien que Théo ait enduré les insultes dirigées contre lui-même, au moment où les gens commencèrent à insulter Remington, Théo n'hésita pas à intervenir et à le défendre. Remington admit qu'il n'avait pas pu agir et se sentit embarrassé de ne rien avoir fait lui-même. En regardant Théo, Remington se surprit de plus en plus par la personne qu'il était devenu. Il réfléchit à la manière dont Théo avait enduré d'être méprisé pendant si longtemps, vu par beaucoup comme un enfant illégitime sans talent. Pourtant, malgré tout cela, Théo était sorti renforcé. Remington se souvint également que Théo avait affronté des adversaires même lorsque les chances étaient contre lui, brandissant son épée sans hésitation et restant ferme dans des batailles où sa seule force n'était pas suffisante. À ces moments-là, Remington réalisa que Théo possédait à la fois la volonté et le courage de se battre pour les autres, pas seulement pour lui-même. Le statut de Remington montrait qu'il était profondément touché, croyant que Théo tenait vraiment à lui. Théo, cependant, réalisa rapidement que Remington avait grandement mal compris quelque chose. Remington se souvint des ordres de son clan pour établir des liens amicaux avec Action, mais son cœur était fixé sur autre chose. Soudain, Remington se leva et, d'une voix déterminée, déclara qu'il souhaitait suivre Théo à partir de maintenant. La salle éclata en acclamations, tout le monde criant que, comme prévu, les forts reconnaissent les forts. Théo, pris au dépourvu, tenta d'expliquer le malentendu, appelant Remington à attendre. Il commença à dire que Remington avait mal compris quelque chose, mais avant qu'il ne puisse finir, il entendit la voix d'Evelyn dans sa tête, lui disant de laisser Remington tranquille. Stupéfait, Théo se demanda s'il s'agissait de télépathie. Il se retourna pour voir Evelyn lui sourire. Utilisant la télépathie, elle expliqua que ce n'était pas un malentendu grave et que peut-être tout le monde voulait simplement s'entendre avec lui. Surpris, Théo soupira, pensant qu'il n'était personne de spécial. Il réfléchit que tout cela, commençant par la régression, le pouvoir du talent de Ragnar et sa nouvelle force, tout pourrait être dû à la mystérieuse fenêtre de message. Théo réfléchit alors à la nature du système. Au début, il pensait qu'il ne s'agissait que de fragments de son regret, mais les détails le firent reconsidérer. Il ressentait un vague sentiment de déjà-vu, mais quoi que ce soit, cela l'aidait, et il en conclut que ce n'était pas important. Il remarqua également que depuis l'incident de la Société du Dragon Écailleux, son niveau avait augmenté. Il réalisa que monter de niveau lui accordait des points à répartir dans ses statistiques,
lui permettant d'augmenter ses capacités comme il le souhaitait. Cela lui semblait à la fois exaltant et effrayant, ce qui le fit sourire d'une manière qui dérangea Evelyn. Confus par son expression et réalisant la nécessité de se préparer à la contre-attaque inévitable du palais Camélia, Théo décida d'agir. Il appela Remington Rémy et lui demanda s'il l'aiderait avec quelque chose puisqu'il l'avait déjà mentionné. Remington, ravi par ce surnom amical, accepta immédiatement, disant à Théo de lui demander n'importe quoi. Excité, Remington nota la façon dont Théo l'avait appelé Rémy de manière si conviviale. Théo leva un morceau de papier et lui dit que la guerre pour le trône entre lui et Action s'intensifierait bientôt, et qu'il devait se préparer. Il demanda à Remington de l'assister. Ce qui laissa Remington momentanément choqué. Théo savait que dans le futur, Remington deviendrait le chef du clan Narcio, une force suffisamment puissante pour affronter les Ragnards. C'était une opportunité de ramener complètement Remington de son côté. Remettant le papier à Remington, Théo espérait qu'il accepterait. Heureusement, Remington prit le papier. Et, avec conviction, s'engagea à suivre Théo. Il promit d'aider pour tout ce dont Théo aurait besoin. Théo sourit, le remercia et reconnut sa loyauté. Juste au moment où Remington allait rappeler à Théo le surnom amical, une voix cria de l'extérieur. La porte éclata, et un chevalier de rang supérieur, un des épées de la loi, entra. Choquant tout le monde. Le chevalier, au visage sévère, brandit un mandat et déclara que Théo était arrêté pour menaces, agression et intimidation, laissant la salle dans un silence stupéfait. Evelyn, indignée, cria son incrédulité, demandant quel genre de non-sens c'était. Théo, restant calme, se leva, rassurant tout le monde que tout irait bien et les exhorta à rester calmes. Il regarda le mandat du chevalier, confirmant sa légitimité. Mais remarqua que l'encre n'était même pas encore sèche, prouvant qu'il était clair qu'ils étaient pressés. Volontairement, Théo étendit les mains et dit au chevalier qu'il devait procéder. Le capitaine des épées de la loi mit des menottes à Théo, et il les suivit hors de l'auberge. Alors que Théo était emmené, tout le monde dans l'auberge l'appelait avec inquiétude, mais il regarda en arrière avec un sourire calme. Ce qui choqua à la fois Remington et Evelyn. Alors qu'il disparaissait de la vue, Remington jeta un coup d'œil au morceau de papier que Théo avait laissé derrière lui, son esprit rempli d'incertitude. Hey les amis, si ce manga vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit like et partagez cette vidéo avec 2 potes. Le manga compte 22 chapitres et on en est déjà au 10e. Vous voulez tout d'un coup dans une seule vidéo? Objectif, 1500 likes. N'oubliez pas de commenter, je veux tout d'un coup. Allez, je compte sur vous. Partagez à fond et à très vite. Ciao.